Le soleil levant caressait les toits de terre du village de Ndofène, illuminant les ruelles poussiéreuses où les marchands commençaient à disposer leurs étals. Parmi eux se trouvait Amina, une jeune femme dont la beauté naturelle attirait les regards sans qu'elle ne le cherche. Ses yeux, pareils à des amandes dorées, brillaient de douceur, et son sourire réchauffait les cœurs les plus froids. Vêtue d'un pagne modeste mais propre, elle arrangeait avec soin ses mangues et ses bananes, saluant chaque passant avec une gentillesse qui lui valait l'affection de tous. Ce matin-là, cependant, quelque chose d'inhabituel se produisit. Un 4x4 flambant neuf souleva un nuage de poussière en s'arrêtant au bord du marché. Les villageois chuchotèrent en reconnaissant la voiture des Sow, la famille la plus riche de la région. La portière s'ouvrit, et un jeune homme en costume élégant en sortit. Karim Sow, l'héritier des terres et des entreprises familiales, était rarement vu dans le village. Il ne venait que pour superviser les récoltes avant de retourner à la ville. Alors qu'il inspectait les comptes d'un grossiste, son regard fut attiré par une silhouette gracieuse près des étals de fruits. Amina. Leurs yeux se rencontrèrent une fraction de seconde, mais ce fut suffisant. Karim, habitué aux femmes sophistiquées de la haute société, fut frappé par la sincérité qui émanait d'elle. Intrigué, il s'approcha. « Combien pour ces mangues ?» demanda-t-il, bien qu'il s'en souciât peu. « 3 pour 1000 francs, monsieur », répondit-elle poliment, sans reconnaître qui il était. Il sourit, paya sans marchander, puis engagea la conversation. « Tu es nouvelle ici ? Je ne t'ai jamais vue avant. »« Non, je viens toujours au marché, mais vous n'êtes pas du village, n'est-ce pas ?» Il rit, amusé par sa franchise. « Je vis en ville, mais ma famille possède des terres ici. Je m'appelle Karim. » Ce simple échange marqua le début d'une attirance irrésistible. Les semaines suivantes, Karim inventa des excuses pour revenir au village. Chaque visite était prétexte à discuter avec Amina, à apprendre à la connaître. Il découvrit une jeune femme courageuse, qui travaillait dur pour aider sa mère malade et ses jeunes frères. Contrairement aux femmes qu'il fréquentait en ville, Amina n'avait pas d'arrière-pensée. Elle ne voyait pas en lui un riche héritier, mais simplement un homme. Un soir, alors qu'il se promenait près des champs, Karim lui prit la main. « Là, Amina, je ne veux plus me cacher. Je t'aime, et je veux t'épouser. » Elle retint son souffle, le bonheur et la peur se mêlant en elle. « Ta famille n'acceptera jamais. Je ne suis pas de votre monde. Je me moque de ce qu'ils pensent. C'est ma vie. » Lorsque Karim annonça la nouvelle à sa mère, Mama Fatou, la réaction fut pire que prévu. « Quoi ? Tu veux épouser une fille de rien ?» hurla-t-elle, frappant la table du poing. « Elle n'est pas une fille de rien, maman. Elle est bien plus noble que beaucoup de nos prétendues relations. Elle te manipule pour ton argent. Tu ne la connais même pas. » Mama Fatou serra les dents, ses yeux noirs brillant de colère. « Jamais je n'accepterai cette union. Jamais. » Mais Karim tint bon. Il épousa Amina dans une petite cérémonie, sans la bénédiction de sa mère. Ce fut le début de la guerre silencieuse que Mama Fatou déclara à sa belle-fille. Les premiers mois de mariage d'Amina et Karim furent un bonheur sans nuage. Ils s'étaient installés dans une petite maison près des terres familiales, assez loin de l'immense villa des Sow pour avoir leur intimité, mais assez près pour que Karim puisse gérer les affaires. Pourtant, dans l'ombre, Mama Fatou ruminait sa vengeance. Un soir d'orage, alors que la pluie fouettait les vitres de la grande demeure des Sow, Mama Fatou reçut la visite d'une vieille amie, Tante Bintou, connue pour ses fréquentations mystérieuses. « Tu as l'air tourmentée, ma sœur, » observa Tante Bintou en sirotant son thé. « Cette petite sorcière a ensorcelé mon fils » gronda Mama Fatou, les doigts crispés autour de sa tasse. « Il refuse de m'écouter, il ne pense plus qu'à elle. » Un silence pesant s'installa, rompu seulement par un éclair qui déchira le ciel. « Il existe des solutions » murmura Tante Bintou, un sourire étrange aux lèvres. Mama Fatou se pencha en avant, les yeux brillants d'un mélange d'espoir et de haine. « Dis-moi. » Au cœur de la forêt sacrée, là où les arbres semblaient chuchoter des secrets ancestraux, se trouvait la case de Souleymane le Rouge, un marabout craint et respecté. On disait qu'il pouvait plier le destin à sa volonté, pour un prix. Mama Fatou, accompagnée de Tante Bintou, s'agenouilla devant lui,
offrant un panier rempli de billets, de bijoux en or et d'une bouteille de vin de palme rare. « Je veux que cette femme disparaisse de la vie de mon fils, déclara-t-elle d'une voix rauque. Qu'elle ne lui donne jamais d'enfant, qu'il se lasse d'elle, qu'il la répudie. » Le marabout, un homme maigre aux yeux jaunes comme ceux d'un hibou, observa les offrandes avec satisfaction. « Cela peut être arrangé, murmura-t-il en saisissant une petite poupée de chiffon noirci. Il psalmodia des incantations en y enfonçant des épingles, puis prépara une poudre noirâtre à base d'os broyés et d'herbes interdites. Mets cela dans sa nourriture. Dans 3 lunes, ton vœu sera exaucé. Mama Fatou serra le sachet contre son cœur, un rire amer aux lèvres. Le lendemain, Mama Fatou se rendit chez les jeunes mariés sous prétexte d'une réconciliation. Amina, méfiante mais polie, lui offrit un repas. « Laisse-moi t'aider, ma fille, dit Mama Fatou avec un faux sourire en remuant délicatement le plat de riz, et en y saupoudrant discrètement la poudre maudite. Ce soir-là, Amina fut prise de violents maux de ventre. « Ce n'est rien, juste un peu de fatigue, assura-t-elle à Karim, inquiet. Mais les jours passèrent, et son état empira. Cauchemars, fièvres inexpliquées, vertiges. Le médecin du village ne trouvait aucune cause. Pire, malgré leurs nombreuses nuits d'amour, son ventre restait désespérément vide. Un mois plus tard, lors d'un dîner familial forcé, Mama Fatou glissa perfidement. « Tu devrais faire examiner cette femme, Karim. Peut-être qu'elle est stérile. » Karim, épuisé par les inquiétudes, finit par éclater. « Lamina, pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'enfant ? Tout le village commence à parler. » Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. « Je ne sais pas. Je te jure que je ne sais pas. » Dans l'ombre, Mama Fatou sourit. Son plan fonctionnait. Les jours passaient, et Amina dépérissait comme une fleur privée de soleil. Ses joues, autrefois rondes et rosées, s'étaient creusées. Ses bras, jadis forts à porter les paniers de fruits, tremblaient maintenant au moindre effort. Le village commençait à chuchoter. « Elle est maudite, disaient les uns. Le sang des pauvres ne se mêle pas à celui des riches, murmuraient les autres. Un matin où la fatigue la clouait au lit, Amina entendit des pas s'approcher de sa chambre. Elle s'attendait à voir Karim, mais ce fut Mama Diarra, sa grand-mère maternelle, qui poussa la porte. Mama Diarra n'était pas une femme ordinaire. À 80 ans, son regard perçant voyait ce que les autres ne percevaient pas. Elle s'assit au bord du lit et prit la main d'Amina dans les siennes, couverte de veines saillantes. « Ma petite, tu ne souffres d'aucune maladie que les médecins puissent guérir, déclara-t-elle d'une voix ferme. Amina voulut protester, mais un violent accès de tout l'interrompit. Quand elle ouvrit à nouveau les yeux, elle vit Mama Diarra en train d'examiner une mèche de ses cheveux qu'elle venait de couper. « Regarde, dit la vieille femme en frottant la mèche entre ses doigts. Une étrange poudre noire en tomba. On t'a jeté un sort. » Cette nuit-là, alors que le village dormait, Mama Diarra se posta près de la case de Tante Bintou, l'amie de Mama Fatou. Elle savait que les comploteurs revenaient toujours sur les lieux de leurs méfaits. Elle ne fut pas déçue. À minuit pile, Tante Bintou apparut, marmonnant des incantations et jetant des graines étranges dans un petit feu. Mama Diarra attendit qu'elle soit en pleine cérémonie avant de surgir de l'ombre, un bâton de fer à la main. « Dis-moi ce que tu as fait à ma petite fille, ou je fais en sorte que tes propres sorts se retournent contre toi. » Tante Bintou, prise de panique, avoua tout, la visite au marabout, la poudre maléfique, et même l'endroit où Mama Fatou cachait les restes du sortilège, sous son propre lit, dans un petit sac de cuir. Le lendemain matin, Amina et Mama Diarra se rendirent discrètement chez les Sow pendant que Karim était au champ. Le cœur battant, Amina fouilla sous le lit de sa belle-mère et trouva effectivement le sac maudit, encore à moitié rempli de poudre noire. À ce moment précis, la porte grinça. Mama Fatou se tenait sur le seuil, les yeux écarquillés de terreur. « Tu ne devrais pas être ici, bégaya-t-elle. » Amina, tremblante mais déterminée, brandit le sac. « C'est vous qui ne devriez pas faire ça. J'ai tout découvert, et Karim saura la vérité. » Mama Fatou devint livide. « Il ne te croira jamais. » Mais pour la première fois, Amina vit de la peur dans les yeux de sa belle-mère. La peur d'être démasquée. La nuit tombait sur Ndofen lorsqu'Amina, le sac maudit serré contre sa poitrine, attendit le retour de Karim.
Ses paumes étaient moites, sa respiration saccadée. Et s'il ne me croyait pas? Elle sursauta quand la porte grinça. Karim entra, couvert de poussière, l'air épuisé. En voyant l'expression d'Amina, il fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, Mama Diarra émergea de l'ombre, imposante malgré son âge. Ton épouse a été ensorcelée. Par ta propre mère. Karim éclata de rire, un rire sec, incrédule. Vous êtes sérieuse? Des histoires de sorcières maintenant? Amina lui tendit le sac de cuir. Regarde toi-même. Ta mère cachait ça sous son lit. C'est pour ça que je suis malade, que je ne peux pas. Sa voix se brisa. Karim ouvrit le sac, reniflant la poudre noire. Une odeur âcre lui brûla les narines. Ça ne prouve rien, voulut-il dire. Mais un détail le frappa, le tissu qui enveloppait le sac portait les initiales brodées de sa mère. Son visage se durcit. Où est-elle? Ils trouvèrent Mama Fatou dans la cuisine familiale, en train de préparer du thé. Elle les vit arriver et comprit aussitôt. Mon fils, je peux t'expliquer. L'expliquer QOI, tonna Karim, lançant le sac sur la table. Que tu as essayé de tuer ma femme? Mama Fatou recula, choquée par sa violence. Je ne voulais pas la tuer. Juste la rendre stérile pour que tu la quittes. Le silence qui suivit fut plus terrible qu'un cri. Karim vacilla comme s'il venait de recevoir un coup. Tu avoues, murmura-t-il, horrifié. Mama Fatou se mit à pleurer, agrippant la main de son fils. Je l'ai fait pour toi. Cette fille n'est pas de notre rang. Karim se dégagea lentement. Quand il parla, sa voix était glaciale. Tu as empoisonné la femme que j'aime. Tu as brisé notre confiance. Tu as trahi ta propre famille. Il se tourna vers Amina, dont les larmes coulaient silencieuses. Dès demain, nous quittons Ndofen. Pour toujours. Mama Fatou hurla. Si tu pars, tu n'es plus mon fils. Tu n'auras plus un franc de l'héritage. Karim ne se retourna même pas. Je préfère être pauvre et honnête que riche et complice de ton mal. Au petit matin, sous le regard médusé du village, Karim et Amina chargèrent leurs maigres affaires dans une vieille charrette. Mama Fatou, derrière sa fenêtre, les regardait partir, son visage marbré de larmes. Elle avait gagné, et pourtant, elle n'avait jamais perdu autant. Le soleil se levait à peine quand Karim et Amina franchirent la frontière du village voisin, Sarebidji. Loin des regards méprisants et des murs empoisonnés de Ndofen, ils louèrent une petite case près de la rivière. Sans argent, mais libre. Les premiers mois furent rudes. Karim, qui n'avait jamais travaillé de ses mains, apprit à cultiver la terre. Amina, retrouvant peu à peu ses forces, vendait des tisanes médicinales préparées avec l'aide de Mama Diarra. Un soir, alors qu'il dînait sous les étoiles, Amina posa une main sur son ventre et sourit étrangement. Karim. Je crois que le sort est rompu. Pendant ce temps, à Ndofen, Mama Fatou sombrait dans la folie. Depuis le départ de son fils, rien ne lui réussissait. Les récoltes des sows pourrissaient inexplicablement. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars où Amina lui apparaissait, un enfant dans les bras. Même ses alliés l'évitaient, murmurant qu'elle était touchée par le mauvais œil. Un matin, tante Bintou vint la voir, le visage grave. Le marabout Souleiman est mort dans d'étranges circonstances. Ses sorts se retournent contre ceux qui les ont commandités. Mama Fatou sentit une peur viscérale l'envahir. 1 an plus tard, une rumeur parvint à Ndofen, Amina avait accouché de jumeaux. Mama Fatou, rongée par la solitude et le remords, prit la route de Sarebidji. Elle trouva la petite case entourée de fleurs sauvages. À travers la fenêtre, elle aperçut Karim berçant tendrement un bébé, tandis qu'Amina allaitait l'autre. Quand elle osa frapper, ce fut Mama Diarra qui ouvrit. Les 2 matriarches se toisèrent en silence. Je veux voir mes petits-enfants, murmura Mama Fatou, les yeux humides. Mama Diarra croisa les bras. Après tout ce que tu as fait? Un sanglot échappa à Mama Fatou. Je me suis trompée. Je ne demande pas pardon, juste aller voir une fois. Amina, qui avait tout entendu, s'approcha. Dans ses bras,
un des bébés gazouillait joyeusement. « Entrez » dit-elle simplement. En prenant son petit-fils dans ses bras, Mama Fatou sentit une chaleur étrange l'envahir. Comme si toutes ses haines s'évaporaient. « Comment peux-tu me regarder après ce que j'ai fait » demanda-t-elle à Amina. Celle-ci sourit, fatiguée mais sereine. La vie est trop courte pour garder de la rancune. Mais souvenez-vous. Celui qui creuse une tombe pour son frère y tombe le premier. Mama Fatou ne devint jamais une grand-mère parfaite, mais elle apprit à respecter Amina. Quant aux jumeaux, ils grandirent en symbole d'espoir, prouvant que même les sorts les plus noirs ne résistent pas à un amour pur.